Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Vous avez 25 ans? Ouais, depuis maintenant une semaine. Voilà, donc jamais trop tard pour souhaiter un joyeux anniversaire, donc merci de me recevoir et très heureux d'être là pour les 25 ans. Joyeux anniversaire. Les élections européennes, d'abord on se tutoie ou on se vous voit? Non, c'est vous qui choisissez, vous êtes mon invité. On se tutoie, on se vous voit? On se tutoie pour la fluidité de l'échange. Bon, tu es candidat aux élections européennes, Génération Zemmour, Génération Z, c'est ça? Ouais, exactement. Ça, c'est le mouvement de jeunesse du parti d'Éric Zemmour. Ouais. T'as pas peur d'être un peu le cliché du politique? C'est-à-dire qu'il arrive à 20 ans, il fait de la politique, il s'arrête pas? Je crois pas, je crois justement que... Bon, déjà, ça s'arrête pas, ça fait 3 ans que je fais ça, donc c'est pas non plus une éternité, surtout vu mon âge. Et je pense justement qu'on a longtemps manqué de jeunes capables et qui avaient la volonté de s'engager politiquement. Les jeunes ont eu tendance à prendre la rue, à faire des manifestations, à faire des actions métapolitiques, mais je pense que ce qui a cruellement manqué pendant un temps, c'est que les jeunes prennent réellement des responsabilités et puissent apporter leur voix au débat. Et puis après, maintenant, moi, je veux pas faire de l'argument du jeunisme un truc surpuissant, mais je pense que c'est important que sur une liste, notamment aux européennes, puisque c'est un scrutin de liste, c'est important qu'il y ait un peu tout de représenté. Nous, on a une liste avec des personnes un peu plus âgées, des gens qui viennent des différentes régions. Plus âgés, mais on les voit pas beaucoup au début de votre liste, les personnes plus âgées. Non, Éric Zemmour, il est sur la liste en fin de peloton. Mais au début, donc il sera pas élu. Non, il sera pas élu, mais on a des gens d'expérience. Nicolas Bay, Guillaume Pelletier, c'est des gens d'expérience qui ont maintenant... je n'ai pas leur âge exactement, vous m'excuserez, mais ouais, je pense que c'est important d'avoir une liste représentative de ce qu'est la société, de ce qu'on veut comme projet pour l'Union européenne et pour défendre les Français là-bas. Et donc voilà, je pense que c'est bien aussi de s'engager. Je pense qu'on n'a pas le droit en fait de passer sa vie à se plaindre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, de faire des commentaires, et après de pas essayer de passer à l'action. Je pense que si on a envie d'avoir notre mot à dire, il faut essayer de passer à l'acte. Le premier acte citoyen, c'est de voter, et je pense que si on a d'autres revendications, il faut essayer de s'engager politiquement. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que je ferai de la politique toute ma vie? Ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet. T'es pour l'Europe ou pas, toi? Moi, je suis pour l'Europe, bien sûr, mais... bien sûr, c'est pas... Non. Si, parce que... Ça apparaît pas... En fait, si, parce que la question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre l'Europe. Le fait est qu'on est en Europe, qu'on est un pays qui a notamment... qui a construit cette Europe, qui l'a façonnée. On est un pays qui a rayonné partout en Europe. D'ailleurs, pendant longtemps, le français était une langue parlée dans toutes les cours de ce continent. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est pour cette Union européenne-là, qui est en place depuis maintenant des années et des années. Moi, celle de von der Leyen, qui est aujourd'hui à la tête de la Commission, elle me plaît pas. C'est-à-dire que c'est pas l'Europe de von der Leyen. C'est l'Europe qui a été, l'Union européenne qui a été construite depuis des années. Mais bien sûr, mais c'est elle aujourd'hui qui en est la représentante. Ouais. C'est elle aujourd'hui qui a les manettes. C'est elle aujourd'hui qui impose le pacte vert, qui impose le pacte migratoire, etc. C'est des choses auxquelles on est opposé, nous, avec Reconquête. Le but maintenant de ces élections européennes, il est de savoir si on pourra peser au Parlement européen et essayer d'infléchir des sujets. Je prends un exemple très concret, le pacte migratoire, qui a été mis en place là, il y a quelques temps. Nous, on veut s'y opposer. Et quand il sera soumis aux parlementaires européens, on s'y opposera fermement. Comme Bez l'a fait, Nicolas Bay l'a fait déjà il y a quelques temps. Tout le monde s'en fout de ces élections européennes, non? Ouais, c'est pas faux. Non, t'as raison. Mais pourquoi d'ailleurs? Moi, franchement, je vais te dire un truc. On n'a pas le même âge, hein. J'ai 10 ans de plus que toi. Je pense que je m'en fous, mais royalement. Ouais, je comprends. C'est terrible. Il y a plein de problèmes dans le monde et tout. Ça aide, je pense, au fait que tout le monde se fiche de ces élections. Surtout, je pense que ça n'intéresse pas, qu'on ne sait pas ce que fait l'Europe. L'Europe, une définition, toi, en 2 phrases, c'est quoi l'Europe pour toi? C'est moi ce que je voudrais dans cette Europe ou de ce qu'elle est aujourd'hui? Non, mais ce que c'est l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est une civilisation. Déjà. C'est une civilisation qui a été façonnée par un héritage commun, qui est passé par la Grèce antique, qui est passé par Rome, qui est passé par une renaissance florissante, que ce soit en Italie, en France, en Espagne. C'est un continent qui a subi 2 guerres mondiales absolument atroces qui ont marqué à jamais ce continent. Et aujourd'hui, je pense que si on veut une Europe efficace, c'est une Europe des coopérations. En fait, on a ces alliances de circonstances pour traiter des sujets importants. Je prends 3 exemples. Le sujet, par exemple, de l'intelligence artificielle et de la modernité qui se pose à nous, où les États-Unis et la Chine sont déjà en avance de façon exponentielle par rapport à nous. Deuxième sujet, il y a le sujet de l'écologie, c'est-à-dire que c'est des sujets qui ne vont pas se traiter à l'échelle des États, qui vont se traiter à l'échelle à minima continentale et à terme mondial. Et puis troisième sujet, pareil, le défi migratoire qui se pose à nous, et il est européen. Et il est évidemment national, mais il est aussi européen. Et après, moi je suis d'accord, tout le monde s'en fout des européennes. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les médias notamment n'ont pas décidé d'en faire un sujet important. Ah, c'est de la faute des médias? C'est de la faute des médias, et il y a plusieurs points. Les médias sont responsables de ne pas en parler suffisamment. Les politiques sont peut-être pas assez bons. Je pense qu'on n'est peut-être pas assez bons tous globalement. Je pense qu'on a tous. On comprend rien en fait.
Objectivement, on comprend pas le rôle Ouais, de mais l'Europe, on comprend pas le Parlement européen. C'est vrai. On nous dit qu'il faut élire 89 députés en France, 700 en Europe, on sait pas à quoi il sert. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais après, il y a aussi là où les politiques ont leur part. Moi, je te prends un exemple très concret. Ouais. La France Insoumise, la liste Free Palestine, les types, ils arrivent, leur liste, en fait, c'est une liste qui parle de tout, sauf de l'Europe, qui nous font, en fait, un référendum sur la Palestine. Bah, en fait, c'est pas sérieux, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui biaisent totalement l'élection. Quand le Rassemblement National, je te prends un autre exemple, quand le Rassemblement National nous dit que c'est un référendum pour ou contre Macron, qui nous disent que s'ils battent Macron, il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais. Quel rapport avec l'Union européenne? Quel rapport? Donc, en fait, dès lors que certains partis imposants et importants dans le paysage politique français biaisent le débat par des arguments, pour certains démagogiques ou électoralistes comme ceux de la LFI, bah, évidemment, ça incite pas les Français à s'y intéresser davantage. T'as raison, mais en même temps, quand on regarde le travail de Manon Aubry depuis des années, au Parlement européen. C'est quand même l'une des députées, l'une des leaders d'un parti politique en France qui est la plus présente au Parlement européen, qui travaille sur les sujets européens. Donc on peut pas dire non plus qu'ils n'ont pas fait le boulot, la France Insoumise. Non, je dis pas qu'ils font pas le boulot au Parlement européen, ouais. Je dis qu'ils font pas le boulot en campagne. Exemple tout simple, on voit plus Rima Hassan aujourd'hui que Manon Aubry. Mais ça c'est interne. Mais non, c'est pas interne, parce qu'en fait, dès lors que le seul sujet qu'ils ont à la bouche, c'est pas le bilan de Manon Aubry, de ses députés, mais c'est par exemple la situation à Gaza, qui est un sujet préoccupant et qui est un sujet important, mais en tout cas, c'est pas le sujet des élections européennes. Dès lors qu'il y a ça, évidemment que ça complique les choses. Si Manon Aubry passait ses débats, ses invitations médias à parler de son bilan, ce serait déjà autre chose. Mais elle l'a fait un petit peu. Elle l'a fait un petit peu, mais c'est un peu inaudible. Ou elle montre aussi, d'ailleurs des fois à tort, raconte n'importe quoi sur les lobbies qui payent les candidats aux élections européennes. Elle fait sa campagne, mais peut-être qu'on l'entend moins bien, elle fait le problème de la France Insoumise. Tu l'as dit aussi, il y a des très grosses actualités. Là, on est en cœur de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, il y a la guerre Israël-Palestine, il y a évidemment des sujets d'actualité français très forts. On a les Jeux Olympiques, on a une insécurité de folie, enfin il y a des trucs toutes les semaines. En fait, chaque jour, on a à peine le temps de traiter un sujet, qu'il y en a un nouveau qui arrive sur la table. Après, c'est pas nouveau, les élections européennes en 2019. Ça n'intéresse pas le grand monde non plus. Ouais. Il y avait les Gilets jaunes à l'époque. C'est vrai que ça n'a jamais trop passionné les gens. Et puis il y a un sujet alors un peu plus, vraiment sans faire le type qui veut, puis j'avais 6 ans à l'époque donc ça me parle moins, mais quand il y a un référendum sur la question de l'Union Européenne et qu'il n'est pas respecté en 2007 par le traité de Lisbonne, bah, les gens se disent aussi putain on vote pour un truc. C'était 2005, je sais pas si tu avais 6 ans. Ouais, 2005, mais après les Français disent non. Oui, et en 2007 c'est ratifié par Sarkozy. Bah, en fait, quant à ça, bah, les gens ils disent mais en fait c'est une enfilade permanente. On vote pour des trucs et après on se fait avoir 2 ans plus tard. Bah, c'est vrai que ça incite pas les gens à être à l'aise sur le sujet. C'est quoi le sujet principal de la campagne chez vous, pour vous? Nous, c'est le défi civilisationnel, c'est le défi identitaire, c'est le défi de la vague migratoire qui se pose à nous. C'est le sujet qu'on a posé sur la table avec Marion Maréchal, Éric Zemmour, Sarah Knafo. Et puis après, il y a deux grands sujets, moi, qui me semblent importants, notamment pour notre génération. Enfin, t'es un peu plus vieux, mais on est quand même pas très... T'as pas 45 ans, quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a quand même le défi de l'intelligence artificielle qui va se poser à nous. Oui, c'est vrai. Très sérieusement. C'est-à-dire que je te prends un exemple. Je veux pas non plus... Je m'intéresse à ce que fait Laurent Alexandre, je veux pas en faire l'alpha et l'oméga de ce sujet, mais en tout cas, il pose des sujets intéressants et des problématiques de travail, sur le lien social, etc. Bon, qui vont être très importantes. Des fois, il exagère quand même, Laurent Alexandre. Bien sûr. Mais il est très intelligent, attention, mais des fois, il exagère... ah oui, et puis je pense que ça provoque. Quand il dit l'homme de 1000 ans, etc. Ouais. Maintenant, il dit que l'homme sera immortel, etc. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il est venu donner une conférence. Je fais une petite incise là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Il vient, il fait exprès de provoquer. Quand on se rencontre, il me parle de ChatGPT. À l'époque, on a encore à ChatGPT 3. Bon, il me dit ça va être très impressionnant, etc. Je dis bon, c'est un Google Plus, en gros. Je me dis c'est un truc un peu plus rapide. Et là, quand on voit ce que c'est aujourd'hui, que le truc réussit tous les concours de toutes les plus grandes écoles, qui est en train de tout balayer, il y a un sujet quand même là-dessus. Enfin, ça va sur le travail, ça va, et surtout ça va très vite, c'est ça qui est impressionnant. Et puis troisième sujet, je pense qu'il va être important, enfin sur la question de l'Union européenne, c'est l'écologie, où il y a quand même, on a quand même un retard de folie, parce qu'on a eu des idéologues qui nous ont expliqué que le nucléaire c'était une connerie pendant des années. Aujourd'hui, tout le monde se réveille. Bon, les Allemands se réveillent un peu trop tard. Et je pense qu'il y a un sujet. Et puis, quatrième sujet, si on rajoute un quatrième, il y a le sujet de la souveraineté, des libertés en Europe et particulièrement en France. C'est marrant, parce que tu parles d'écologie, ça fait 2 fois que tu en parles dans une conversation. Tu es vraiment intéressé par le réchauffement climatique. C'est vraiment un sujet qui te passionne. C'est pas le premier sujet qu'on relèverait dans votre parti ou dans d'autres partis d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, tu es d'extrême droite ou pas? Tu es d'extrême droite? Moi, je ne considère pas l'extrême droite. Je considère que mes idées sont plutôt banales en réalité sur tout un tas de sujets. Je pense que par exemple. Tu te situes où sur les moi, je me situe à droite. J'ai aucun problème. Tu peux me qualifier d'identitaire, de souverainiste.
Moi, je pense que j'ai aucun mal à ça. Identitaire. Ouais, moi, ça me dérange pas. Je suis identitaire, ça me dérange pas. Maintenant, le sujet, c'est quoi? C'est est-ce que dire... Excuse-moi, je rebondis là-dessus, mais tu dis que t'es identitaire. Quand on dit identitaire, c'est jamais très positif quand même. Ça rappelle, pour ceux qui regardent, moi, je trouve pour les pas... politiques... Non mais Génération Identitaire, c'est pas un mouvement, par exemple, particulièrement valorisant. Tu es pas en odeur de sainteté, ça c'est sûr et certain. Et ça te dérange pas d'utiliser le mot identitaire dans Non, ça me dérange pas, parce que c'est-à-dire quoi identitaire? C'est que tu es fier de... Bon, en l'occurrence, sur cette élection européenne, et globalement, tu es fier de ton identité régionale, tu es fier de ton identité française, nationale, tu es fier de ton identité européenne. Ouais, bien sûr, moi je le suis. Pour moi, c'est pas un sujet. Je pense que c'est des mots qui ont été utilisés pour cornériser un camp politique, tout comme la... Mais quand il y a un mouvement qui s'appelle Génération Identitaire et qui... Et qui a eu raison sur plein de choses. Non mais ça je sais pas. Mais c'est comme ça le sujet. Mais qui surtout revendique le fait d'être identitaire et d'être dur. Parfois très très dur. Et très violent et même hors la loi. Ça veut dire quoi très très dur? Bah c'est le propos qui tiennent, je vais pas te les citer maintenant. Comme quoi, tu vois? Bah il y a quand même eu des propos racistes quelquefois chez Génération Identitaire. Ça on peut pas le nier. Mais le terme identitaire en tant que tel, c'est quoi? Non, moi je te parle du mouvement. Justement, oui. D'accord. Tu vois, le mouvement... Tu viens de me dire, oui, c'est quoi être... Bah, des propos racistes, c'est quand même être très très dur. Oui, mais tu vois, moi je crois pas en tenir. Enfin, j'en suis sûr même. Non, mais c'est certain. Non, je dis pas ça. Moi je crois pas en tenir. Deuxièmement, je pense qu'en fait, ils ont quand même posé des sujets, les identitaires en règle générale, pas forcément ce mouvement-là, hyper intéressant. Okay. Et troisièmement, encore une fois, moi je crois pas que ce soit les mots et les idées qui soient durs. Moi je pense que c'est la réalité qui l'est. Je pense que la réalité, c'est qu'en fait, en l'espace d'une semaine, on a un Carville, on a des agents qui se font flinguer à base d'un fourgon. Quand en Calédonie, il y a des gendarmes qui se font flinguer. Quand le lendemain, il y a une synagogue par un OQTF algérien qui essaie de la cramer. Et ça, c'est tous les jours. Là, c'est juste la semaine dernière, ce dont on parle. Et moi, je crois que c'est la réalité qui est très dure. Je pense que la réalité, c'est que quand un Matisse, il se fait planter par un Afghan et que sa mère, elle vient le finir. Moi, ça, je trouve ça très dur. Et moi, je trouve que dire identitaire à côté de la dureté de la vie et la dureté de la violence dans ce pays, je trouve ça même presque léger en réalité. Parce que, tu vois, franchement, je ne connais pas un mec aujourd'hui, je ne suis pas une personne, je ne connais pas une fille qui rentre sereinement le soir dans les centres-villes français, dans les grandes métropoles. C'est pas vrai. Elles sont obligées de rentrer en Uber, à rentrer accompagnées. Il y a des applications qui se développent dans les villes pour que les gens puissent biper s'il y a des gens chelous ou des gens qui les suivent. Je sais pas si on se rend compte dans quel pays on vit. Ouais, mais tu vois, entre identitaire, par exemple, identitaire et patriote, il y a une différence. Tu peux être patriote sans être identitaire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, mais parce que tu fais une association directement identitaire, Génération Identitaire. En plus, en l'occurrence, je pense que le fait que tu fasses ce que tu fais là, t'es politisé, donc t'es intéressé par la chose publique, etc. Mais moi, oui. T'as le truc direct. Mais moi, je pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas, ce soit un gros mot. Pour moi, encore une fois, mon vrai souci, tu vois, je pense qu'on se perd trop à faire... Non pas que ce soit pas intéressant, la sémantique, hein, je suis très à l'aise là-dessus, parce qu'en plus, je crois que j'ai un patron, en l'occurrence Éric Zemmour, qui est passionné de ça et qui en a fait des livres, qui a travaillé dessus, sur la guerre des idées, etc. C'est la première préoccupation, parce qu'on parlait de l'écologie, je te dis, le réchauffement Non, climatique... mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Le réchauffement climatique, ça t'intéresse réellement? Réellement? Ouais, moi, ça m'intéresse. Alors, c'est pas... comment dire? Moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, parce qu'on est un pays qui, je crois, peut être encore un phare dans le monde. Et je te prends l'exemple, encore une fois, du nucléaire. On a été une des premières puissances, si ce n'est la première, à développer une industrie du nucléaire. On a été précurseur sur ce sujet. On est regardé encore partout dans le monde. Et je pense qu'on peut être un des pays, si ce n'est le pays, qui peut influer les autres sur ces thématiques-là. Je te prends un exemple, notamment au niveau européen. Les traités de libre-échange. Quand on fait venir de la viande, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. CETA, tout ça, ouais. Le CETA. On en a parlé très récemment avec la crise agricole. Exactement, qui d'ailleurs a fait sortir des milliers d'agriculteurs, des gens qui ne manifestent jamais. Encore une fois, c'est comme les gilets jaunes, c'est des gens qui ne manifestent jamais, qui travaillent, qui n'ont même pas le temps en fait de se préoccuper de ça, qui n'ont même pas le temps de se poser la question de poser un jour de congé. Et ben, cette écologie de bon sens de dire, attendez, est-ce qu'on peut pas consommer moins, mais mieux? Est-ce qu'on peut pas consommer plus proche? Est-ce qu'on peut pas se dire que on peut respecter les saisons? Est-ce qu'on peut pas se dire que oui, bah, si on ne peut pas avoir de tomates à cette période de l'année, bah, on mangera autre chose? Tu vois, tous ces trucs de bon sens, le nucléaire, se dire qu'en réalité, il faut relancer l'industrie, parce que c'est un sujet. Si on veut réellement avoir une politique écologiste, ça passe par l'industrialisation du pays. Ouais. Ça passe par se dire que, est-ce que vaut mieux avoir un pull, pardon de citer des marques, mais un pull H&M de merde, c'est marrant parce que et un pull Saint-James qui en fait 20, tu vois. Et ça, c'est parce qu'on a J'entends, mais c'est marrant, et tu vois, même dans le réchauffement climatique, on ramène ça aux frontières, à l'échange avec les autres, avec les pays et tout. Mais le réchauffement climatique, ça peut être toi déjà, ça peut être moi, ça peut être la consommation de CO2. Ouais, t'as raison. Et je pense même que l'Europe doit travailler là-dessus plus que sur les échanges extracommunautaires, pardon, même si c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Mais les deux sont liés, parce que, tu vois, encore une fois, tu parlais du cas individuel. Ouais. Toi, par exemple,
en tant que citoyen français, tu peux très bien te dire, en fait non, je vais pas aller consommer de la viande qui vient d'Argentine, mais je vais me dire, je vais aller chez le boucher du coin, là ça c'est un acte citoyen individuel. À l'inverse, au niveau des États, est-ce qu'on peut pas se dire, pour faciliter cette démarche écolo du citoyen, on va dire, non, on va arrêter ces traités, on va les suspendre. D'ailleurs, nous, dans les mesures qu'on propose suite à la crise agricole, qui était déjà dans le programme et qu'on a rappelé, il y avait la suspension des traités de libre-échange, le temps de rétablir une situation et écologique et agricole correcte. Et pareil, moi, ça me paraît pas être fou ce que je dis en fait. Ça me paraît même être du bon sens. D'ailleurs, en le disant, parce que moi, j'ai absolument aucune prétention, ni scientifique, ni d'être un expert sur le sujet, mais simplement, quand je dis ça, j'ai l'impression de tenir des propos qui sont absolument banals. En 2022, tu as voté pour... Ouais, pour Zemmour, j'ai un minimum de cohérence. Quitte à faire campagne pour lui, autant voter pour, quoi. En 2017, t'as pas voté? Non, j'ai pas voté. T'aurais voté qui en 2017? Fillon ou Le Pen. Ouais, Fillon-Le Pen. Il y avait une différence entre les deux quand même. Ouais, il y avait une différence. C'est compliqué de se mettre dans la perspective de 2017. Plus Le Pen, je pense. Je pense franchement plus Le Pen. Je me serais dit pareil, je pense qu'en 2016, j'aurais eu les mêmes priorités qu'aujourd'hui. Je me serais plus tourné vers Le Pen que Fillon, mais il y aurait eu un match. Tu voterais pour qui? Si tu n'étais pas dans le parti d'Éric Zemmour aujourd'hui, pour les européennes, tu voterais pour qui? Honnêtement. Il y a deux listes qui sont plus proches de mes idées que les autres. Il y a celle de François-Xavier Bellamy et celle de Jordan Bardella. Mais même dans les petits candidats, il n'y en a pas... Dans les petits candidats, non, mais il y a des... Florent Philippot a un discours intéressant, mais je ne suis pas pour le Frexit. Le problème de Bellamy, c'est qu'il est dans le groupe PPE, qui globalement... et puis surtout, il est quand même dans un parti, il est républicain. J'ai écouté encore, je ne sais pas quand sera sortie la vidéo, mais ce matin, notre ami Éric Ciotti était chez Apolline de Malherbe. Ouais. Quand on lui pose la question de savoir s'il pourra bosser un jour ou l'autre avec Emmanuel Macron, sa réponse c'est de dire on ne me l'a pas encore proposé. Donc il y a quand même un sujet là-dessus en termes de probité. Et puis du côté du Rassemblement national, sur la question européenne, c'est un groupe qui est isolé au Parlement européen. Ils n'ont pas d'impact. Ça fait 2 fois qu'ils gagnent ces élections européennes, 2014, 2019. Mais parce qu'ils ne vont pas aussi. Quand on voit Bardella, le taux de présence de Bardella au Parlement européen. C'est exactement ce que je te dis. C'est que ils n'y vont pas. Moi, je mets au défi tous ceux qui aujourd'hui sont en train de nous dire il faut que Bardella fasse 30% pour mettre une claque à Macron, qui me cite 3 personnes sur sa liste. 3 eurodéputés sortants. Moi, je trouve ça quand même préoccupant de se dire que le premier parti d'opposition, on n'est pas capable de citer plus de 3 députés de leur liste. C'est un sujet. Et tout comme il n'y a pas eu de différence majeure après leur victoire, ni en 2014, ni en 2019. Donc oui, les 2 listes que je préfère, c'est celle de François-Xavier Bellamy et Bardella, pour laquelle je voterai, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je me permets aussi, mais si moi je rejoins Zemmour et je participe à la création du mouvement avec Sarah Knafo, Éric Zemmour, etc., c'est parce que les 2 offres de droite, d'ailleurs Marine Le Pen ne se dit pas de droite, mais en tout cas, moi je la considère telle quelle, en tout cas dans ce temps-là, ne nous convenait pas. Si on avait déjà notre candidat parfait, on ne serait pas emmerdé à faire un parti politique, à faire une campagne d'1 an et demi. Il y a quelques semaines, tu t'es fait agresser, non? Ouais, je me suis fait emmerder. Plus que... c'était pas... Moi, On t'a dit quoi? C'était des types un peu avinés, je pense. Typiques résistants de 46. C'est-à-dire? C'est-à-dire des types qui ont l'impression d'être des résistants et qui ont l'impression de combattre le fascisme en allant emmerder un type à 8 contre 1, enfin à 8 contre 2 en l'occurrence, et qui se disent qu'ils ont fait leur bonne action citoyenne du jour. Moi, ça me traumatise pas. Je pense que malheureusement, encore une fois, ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est bien léger à côté de ce que vivent beaucoup de Français au quotidien. Dieu merci, je me suis pas fait planter, Dieu merci, je me suis pas fait tabasser au sol. Et je pense qu'honnêtement, quand on suit l'actualité, c'est assez léger ce qui m'arrive. Tu t'es déjà fait traiter de raciste? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est pareil, c'est une invective. Mais pourquoi on traite de raciste? Plusieurs fois? Tu regardes les réseaux sociaux, les types disent ça raciste, tu vois. Et pourquoi alors? Mais dans la vraie vie, tu veux dire? Ouais, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les mecs de LFI pensent qu'on est raciste. Tu vois, ils le pensent profondément. Alors pourquoi? Bonne question. Parce qu'encore une fois, quand on leur demande concrètement pourquoi on l'est, mais tout comme si on demande à un mec pourquoi tu dis qu'on est d'extrême droite, bon courage pour trouver un type qui te donne une définition d'extrême droite. Aujourd'hui, les mecs de LFI, par exemple, ils considèrent que Gérald Darmanin est d'extrême droite. Je sais pas si on se rend compte de ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des adversaires politiques qui considèrent que tout ce qui est à leur gauche est d'extrême droite. Quand on voit que Raphaël Glucksmann, et c'est là où ça devrait interpeller les gens, quand Raphaël Glucksmann se fait vilipender au 1er mai, se fait agresser, se prend des jets de je ne sais quoi, d'eau, je ne sais quelle connerie, le type doit fuir une manif de gauche parce qu'il est considéré comme trop à droite et pas assez pro-Palestine, c'est hyper inquiétant
pour ce qui est devenu, ce qui est devenu l'extrême gauche française. Quand on voit que Fabien Roussel, à la fête de l'UMA... Moi, je te parle de toi. Pourquoi tu t'es fait raciste? Parce que dès que t'es à la droite d'un mec d'extrême gauche, t'es considéré comme un facho, comme un raciste. Et c'est pas les sujets aussi, tout le temps... D'ailleurs, je trouve que ça a un peu changé dans le discours des humoristes, dans vos discours. Vous vous rapportiez tout le temps à l'immigration, tout le temps. En 2022, c'était le cas quand même. Non, je crois que Zemmour, il a la bonne formule. C'est-à-dire qu'il dit que l'immigration n'est pas la cause de tous nos problèmes, mais elle les aggrave tous. Et je trouve que la formule est juste, pour une raison très simple. Je te prends l'exemple du chômage, par exemple. C'est pas de la faute des immigrés s'il y a du chômage en France. On est d'accord avec ça. C'est pas la cause d'un mec qui vient de je ne sais quel pays qu'il y a du chômage. En revanche, le taux de chômage chez les étrangers est le double que celui des Français. Il y a un sujet là-dessus. Ça aggrave le problème du chômage en France. L'exemple principal, la sécurité. On ne dit pas qu'il n'y aurait pas d'insécurité s'il n'y avait pas d'étrangers. Simplement, quand on regarde les chiffres, Île-de-France, agression sexuelle, viol, 63% commis par des étrangers. À Marseille, la délinquance, 55% d'étrangers. Je ne parle pas de personnes issues d'immigration. On ne parle pas de personnes qui sont de couleur de peau noire. On parle de gens qui sont étrangers, qui n'ont pas de papier, qui sont sur notre sol et qui commettent des délits, des crimes et des viols. Quand on voit que c'est Darmanin qui les dévoile, qu'à Lyon c'est 48%, qu'à Paris, je crois qu'on est autour des 47 ou 48 aussi, on se dit que, de fait, l'immigration a une conséquence énorme sur la sécurité. Quand on voit nos prisons en France où il y a 25% d'étrangers, c'est un sujet. Quand on dit que les prisons sont surpeuplées, qu'il y a 25% d'étrangers dedans, c'est un sujet. Et encore une fois, quand je dis ça, je trouve ça assez banal. J'ai eu l'occasion, moi, dans ma vie, mon père est militaire, de beaucoup bouger. J'ai eu l'occasion de voyager un peu en Europe, j'ai eu l'occasion de me rendre dans différents endroits. Ces choses-là, c'est des choses que tout pays normalement constitué considère comme normales. Faut arrêter. Pas tous les pays. Beaucoup de pays. Je sais pas si tu as eu la chance d'aller à Budapest. Budapest, ils sont sortis. Enfin, la Hongrie est sortie de dizaines d'années de communisme. Aujourd'hui, vaut mieux être à Budapest qu'à Barbès pour passer une bonne soirée. À ce point-là, vraiment. Je sais pas. Toi, t'as déjà laissé ton portable sur une table où tu t'es déjà dit. Moi, j'ai passé beaucoup de soirs à Barbès, donc c'est le mauvais exemple. Non, mais tu vois. Un exemple, mais il y a des quartiers aujourd'hui où en France on est très peu en insécurité. Je pense que dire que une ville comme Marseille, une ville où il fait pas forcément bon de vivre, en termes de sécurité. Moi j'entends ce que tu dis, mais c'est quand même aussi, je sais pas, créer de. Mais c'est moi qui le crée ou pas, tu vois. C'est ça le sujet en fait. Non, mais quand je dis toi, c'est en disant ce genre de choses, c'est pas rassurant et ça montre encore plus l'insécurité entre les Français. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais je vois. La France, c'est pas le premier. En plus, c'est le premier. Je crois pas. Enfin, j'en suis même sûr. Le premier pays européen touché par l'immigration. Quand je dis touché, c'est concerné par l'immigration. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, c'est de la faute de l'immigration quand on vous écoute. Moi, justement, Non, mais tu m'as dit aggrave. Ok, c'est une formule. Oui. Je crois que je viens de le démontrer. Tu vois, sur la question de la sécurité, la question du travail, c'est un sujet. Sur la question des aides sociales. La question du travail, quand on fait une loi sur l'immigration, alors votre parti, je sais pas, parce que pour le coup, je vais pas parler de votre parti, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Mais il y a un projet de loi de l'immigration à l'Assemblée nationale. On va en débattre, on va en parler. On veut essayer justement de normaliser la situation pour les immigrés. Non, il n'y a pas de débat. Parce que c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais attends, on parle quand même d'un pays où il y a 500 000 entrées par an. Légal. Ouais. C'est qu'en fait, on parle d'un pays qui accueille 500 000 personnes. Mais est-ce que c'est pas le problème de l'intégration aussi qu'il faut poser sur la table? Tu ne peux... Ou plutôt de dire qu'il faut fermer les frontières automatiquement? Non, mais attends. À un moment donné, si demain tu as un appartement de 10 mètres carrés, t'as beau être le mec le plus accueillant du monde, tu vas accueillir... Non mais c'est une réalité en fait, c'est la même chose pour le pays en fait. La France, tu vois, je pense que c'est pas une image galvaudée. Demain, tu as un appartement de 10 mètres carrés, t'accueilles un pote. Il peut rester un soir, 2 soirs. C'est ton meilleur pote, tu l'accueilles 3 fois de suite, 4 fois de suite, 5 fois de suite. Il y en a un deuxième, tu l'accueilles 2-3 soirées, tu vois. Et puis quand il y en a 5-6, ça te fait chier. Et surtout qu'en plus, ils respectent pas tes mœurs, tu vois, ils respectent pas tes coutumes, ils respectent pas ton appart. Et quand t'as des mecs qui viennent dans ce pays, et qui en fait se disent, en fait, je vais me conduire comme si j'étais chez moi, je vais toucher des aides sociales. Mais c'est pas une généralité, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas le sujet. C'est peut-être pour ça que quand je te dis tout à l'heure. C'est pas le sujet, c'est qu'en fait, à un moment donné, on fait de la politique avec des masses. Tu me trouveras toujours des exemples de personnes parfaitement assimilées qui viennent avec une volonté énorme, avec un cœur énorme. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Le sujet maintenant, c'est de se dire quoi? C'est qu'il faut une triple frontière. Il faut une frontière nationale, revenir à des contrôles forts. Il faut une frontière européenne, notamment avec un blocus naval maritime. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important en réalité, c'est de dire au pays de départ, la France n'est plus l'Eldorado que l'on vous a vendu pendant des années. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui font du trafic d'êtres humains, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui font payer une fortune des embarcations pour faire venir des gens sur le continent européen, notamment en France, parce qu'on leur promet quoi? Les aides sociales, ils seront logés, ils seront hébergés.
ils se retrouveront avec des avantages, on ne pourra pas les expulser, ou ils ne seront pas expulsés. C'est ça aussi une réalité. Aujourd'hui, il y a combien d'OQTF qui sont exécutés? Oui, mais ça... 7%, c'est un sujet, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve ça absolument hallucinant que de dire ça soit considéré comme être un facho, un raciste, ou que sais-je. Tu vois, c'est juste du bon sens, je te dis. C'est une élection nationale ou européenne? Les deux, mon colonel, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que ça a des répercussions nationales et européennes. Et le fait est, oui, c'est un débat qui est plus national qu'européen. Il y a eu un débat encore hier soir avec Marion Maréchal et les autres têtes de liste. Bah oui, le fait est que l'actualité prend le... On est obligé de parler de la Nouvelle-Calédonie. On peut pas faire comme si ça n'existait pas lors d'un débat aussi important avec les différents représentants des mouvements politiques puissants dans le pays. Ils s'entendent vraiment bien, Éric Zemmour et Marion Maréchal? Ouais, ils s'entendent bien. Ils ont une divergence d'ailleurs, mais c'est pas un secret. Ils sont sur l'affiche les deux ensemble. Ils sont pas mal, hein. Je suis pas dans la communication. Mais non, bah oui, ils s'entendent bien. C'est évidemment, mais comme partout. Il y a eu un sujet quand même. Bah bien sûr, mais il y a eu une différence d'approche, notamment sur la stratégie à aborder pour ces élections européennes. Je crois pas qu'ils en aient fait grand secret. Maintenant, après, je connais pas beaucoup de partis où il n'y a pas, à un moment donné, des articles de presse qui sortent en disant qu'il y a une tension entre un tel ou un tel. C'est les jeux médiatiques, tu connais ça, j'imagine très bien, et c'est pas un secret. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'Éric Zemmour, il est quasiment toutes les semaines partout sur le terrain, que Sarah Knafo, elle fait campagne pour Marion Maréchal, que tout le monde fait campagne pour Marion Maréchal. J'ai pas vu beaucoup Éric Ciotti faire campagne pour notre ami Bellamy. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 2-3 saillies et 2-3 sorties. Il a fait campagne quand même. Il l'a fait. Je trouve que ça se calme un peu. Peut-être un peu plus âgé, peut-être un peu plus vieux, maintenant il fatigue, mais tu vois, Attal il rentre que maintenant, et pareil, si on lit les articles de presse, on sent que ça l'emmerde de devoir aller faire campagne pour ailler. Voilà, bah donc il le fait parce qu'il n'a pas le choix, le pauvre. Mais bon, Pour terminer, combien vous allez faire selon toi? Toi t'es 6ème on a dit. Ouais, moi je suis 6ème. Il faut combien? Il faut 7%? Ouais, ça dépend en fait, c'est un calcul un peu pénible parce que ça dépend du nombre de listes qui sont au-dessus des 5, etc. etc. Moi je pense qu'on peut faire un beau score, on peut créer la surprise en tout cas. Après moi je ne veux pas être Madame Irma et surtout je connais... C'est le jeu quand même. C'est le jeu, mais je connais la magie d'internet, on va me la sortir le 9 juin au soir et je vais passer pour un guignol. Non, je pense qu'on peut taper largement la 10e d'élus. Ah ouais, d'accord. Ouais, je pense, c'est possible. Il reste 2 semaines et j'espère qu'on arrivera à convaincre. Merci beaucoup, merci à toi d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Candidat sur la liste d'Éric Zemmour. Enfin, Marion Maréchal dans le parti d'Éric Zemmour. Exactement. En 6ème position. Exactement. Et le 9 juin, il faut aller voter. C'est important de voter quoi qu'il arrive. Exactement. À bientôt.